Bonsoir à tous, nous sommes à la Neuville, au bord du lac de Bienne, où va rayonner ces jours-ci le festival Usine Sonore, fondé par deux jeunes jurassiens bernois qui émaillent toute la région d'événements forts. C'est l'un de nos points forts de la semaine. Usine Sonore, ce sont donc des rendez-vous sonores de musique actuelle mêlés à toutes sortes de disciplines artistiques. Nous avons assisté pour vous à un repas prométhéen. Les détails dans un instant. À Genève, la musique réunit les amateurs de jazz, de classique, de rock et d'émotions fortes avec le festival Les Athénéennes qui débute demain. Le champion francophone de slam Narcisse, originaire de Porrentruy, vous convie à son nouveau spectacle intitulé « Toi, tu te tais ». Et on se taira, oui, sans doute, pour écouter comme il se doit notre orchestre symphonique, l'OSR, vient de fêter son 100e anniversaire en Amérique latine. Voilà le menu de la soirée. Pour en parler, nous sommes à l'hôtel Jean-Jacques Rousseau avec un chef magnifique, français, espagnol, le chef Eddie de la Fuente qui nous propose des petites mignardises. On va se jeter dessus, mais d'abord je vous présente nos invités pour vous mettre la puce à l'oreille. À ma droite, un jurassien et un vaudois. D'abord le slameur Narcisse qui s'apprête à conquérir Avignon après le public de la Roté Fabrique de Zurich. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, le journaliste Benoît Perrier qui va nous donner des clés de lecture pour mieux comprendre, mieux entrer dans les différents rendez-vous évoqués ce soir. Bienvenue. Bonsoir Iris. Vous vous connaissez tous les deux? Oui, on a le plaisir d'accueillir Narcisse dans notre émission Magnétique sur Espace 2. Toutes les semaines, il nous livre un slam avec du rythme et un sacré sens de la rime, comme une sorte de billet d'humeur politique et poétique. Ben voilà. Mais c'est la première fois que vous vous voyez? On ne le voit pas si souvent puisque sa contribution est enregistrée et donc on est très content d'être À la enfin radio, ensemble. on se voit assez peu en fait. On va découvrir en tout cas votre slam ce soir et on va vous voir aussi. On a des extraits de spectacle. Face à vous, je vous présente un homme qui fait parler les étoiles, les astéroïdes, les météorites. Il est astrophysicien, poète et romancier. Jean-Pierre Luminet, bonsoir. Bonsoir. C'est un honneur de recevoir un homme qui a tellement travaillé, tellement œuvré pour la science qu'on a donné son nom à une planète, la planète Luminet. On va en voir des images de cette planète. C'est un vidéo montage de la NASA. Donc voici, je vous présente la planète Luminet. Elle a 5523, je crois, qu'elle est baptisée comme ça aussi. Un caillou d'une dizaine de kilomètres, qui malheureusement n'est pas un véritable titre de propriété, ce qui est fort dommage quand on connaît le potentiel économique futur de l'exploitation des astéroïdes. Mais avec le nombre d'ouvrages que vous avez publiés, vous n'avez pas besoin de ça, je pense. On vous doit un nombre incroyable d'essais, de vulgarisation, de recueils de poésie, puisque vous avez été poète avant d'être scientifique, oui, je crois. Je le suis toujours, mais j'espère. Oui, ouais. Romancier, aussi essayiste. Vous êtes un des invités d'honneur du Festival Usine Sonore, un événement bien plus jeune que cette petite planète, fondé il y a combien d'années, puisque c'est sa 6e édition, mais tous les deux... 2006. Il y a 12 ans. Hein. Et co-dirigé par vous, Julien Anony. Bonsoir. Bonsoir, Iris. Bienvenue. On parlera de ce festival ce soir et du festival de jazz des Athénéennes. À vos côtés, je vous présente un éminent pianiste de jazz et directeur de ce festival des Athénéennes. Bonsoir Marc. Bonsoir Iris. Et c'est vous qui avez accepté de croquer à pleine bouche dans un événement signé Usine Sonore. Racontez-nous. Eh ben oui, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai croqué à pleine bouche dans des restes d'un agneau, ou en tout cas des restes finement découpés d'un agneau qu'on nous a présenté lors de ce repas prométhéen. C'était assez impressionnant, oui. Un repas prométhéen. Tout le monde se demande ce que ça peut bien être. On va le découvrir. On vous suit dans un lieu sublime à quelques mètres de l'hôtel Jean-Jacques Rousseau où nous sommes. C'est à la Neuville, dans l'ancienne cave de Berne. Regardez. Eh bien, à qui l'honneur de commencer cette expérience? Monsieur. Voici sont les entrailles de la bête que l'on lit. L'avenir, ouvrez la bouche.
Quand je suis entré dans la salle, j'ai tiré ma carte, j'ai mangé mon bout d'entraille. Et par rapport à la carte qu'on tirait, on était soit dieu, soit mortel. On allait déguster 2 menus complètement différents. Dîner prométhéen ce soir, où nous allons revisiter le mythe de Prométhée avec l'aide de la lame Yves-Marie Le Bourdonnec qui va commencer la cérémonie. La partie la plus forte du spectacle, c'est quand même ce boucher incroyable qui découpe cet animal devant nous. C'est quelque chose d'impressionnant et en même temps qui est assez beau parce que c'est ritualisé. Il y a des mouvements comme ça qui sont très très précis. On voit que dans tous les gestes du boucher, il y a quand même vraiment un respect par rapport à l'animal, la manière dont il prend des éléments, dont il met sur ses crochets et voilà. Les dieux sont servis avec une assiette d'os à moelle. Du coup, il y a un os. Il y a un os, toujours. Rassurez-vous, mortels, vous allez être bientôt servis. L'assiette était recouverte d'un crumble noir de charbon végétal dans le seul but de soustraire le côté appétissant de votre assiette au regard des dieux. Donc pour éviter qu'ils ne vous volent votre assiette, j'ai recouvert la côtelette d'agneau grillée qui, j'espère, a su vous régaler. Je peux imaginer qu'une performance comme celle-ci, ça dépend aussi beaucoup du public, s'il y a des interactions. Je ne sais pas exactement comment on aurait pu faire pour que les choses soient, entre guillemets, plus vivantes pendant le repas. Sinon, je pense que c'était très réussi. On était vraiment plongé dans l'ambiance du mythe de Prométhée. Donc c'était très intéressant. C'est une des expériences qu'on peut vivre ici à la Neuville pour le festival Usine Sonore. Une expérience rare. Marc Pernoud, on vous a fait boire du sang. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Oui, il y avait du sang alors dans le vin. Je ne sais pas si c'était vrai. Semblerait, oui. C'est vrai qu'en plus, j'avais à ma droite un critique J'ai cru que vous alliez dire un végétarien. un gastronomique qui m'a dit je ne reconnais pas vraiment les cépages. J'ai l'impression que c'est du pinot, mais il doit y avoir autre chose. Et c'était du sang d'agneau. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Et à la fin, quand vous avez trempé votre biscuit dans cette espèce de chocolat, il avait été aussi mélangé avec du sang. Oui, on nous a demandé de venir communier en trempant le biscuit. Donc j'ai trouvé ça assez poétique. Et, tout le monde a bien ri. Ouais. Et c'était digeste comme rendez-vous. Et c'était culturel. très bon, mais effectivement, sanguignola, qui est un dessert sicilien. Oui, un dessert, un vieux dessert sicilien, d'après ce qu'il m'a raconté. Oui. Chocolat et sang. Ouais. Qui se dégustait à la Toussaint, à la fête des morts. Voilà, Ça vous donne envie, Narcisse, à un rendez-vous comme ça? Mais oui, moi j'adore la cuisine et j'aime bien découvrir des nouveautés, alors ça me fait envie, un peu peur quand même. Je vous voyais rire quand même avec Benoît Perrier, ça vous a bien fait rire. Le boucher avec sa côte de maille à moitié nue. Il paraît qu'il est nu d'habitude, mais que pour la télévision, il a mis une petite jupette. C'est ce qu'on nous a dit. Ça ressemblait à une messe noire. Un peu. Non, mais l'ambiance n'était pas son. Enfin, oui, l'ambiance était particulière quand même. La salle était aménagée, toute éclairée à la bougie, mais l'ambiance se réchauffait, je trouvais, au fur et à mesure de la soirée. Et quand les gens ont su qu'ils osaient parler, ça a commencé à. Oui, effectivement. Au début, tout le monde est quand même un petit peu. Surtout qu'on rentrait un par un. Donc c'est vrai qu'on est assis comme ça. Et puis ça commence très fort. Hein, ça commence quand même avec la décapitation de la bête. Ça, je dois dire que comme apéro, c'était spécial. Et du foie, et vous avez mangé du foie oui, aussi. Oui, un petit morceau de foie là sur les cartes. Alors, on ne va pas parler que de nourriture. Justement, le repas prométhéen, pardon, Jean-Pierre Luminet, j'ai lu que Usine Sonore, il y avait toujours des musiques actuelles mêlées à toutes sortes de disciplines artistiques. Et là, la musique, à part un peu de musique d'ambiance moyenâgeuse, elle était où ?
La musique, elle était surtout dans la performance qui a précédé cette soirée. Notre festival existe depuis 2006 et c'est un renouvellement cette année puisqu'il n'y a pas eu d'édition en 2016 et nous avons pris 2 ans pour nous réinventer. On a dû quitter les lieux qui avaient vu naître notre festival et puis ce festival, nous l'avons voulu être un festival de découverte et cette journée était dédiée au thème alimentaire. Toute la journée, les rues de la Neuveville ont été animées en musique par les élèves de l'école primaire de la Neuveville qui ont fait un projet pédagogique énorme qui a duré toute l'année scolaire. Tous les mercredis, des intervenants musique et littéraire étaient dans l'école. Et cette soirée-là était vraiment en miroir à cette journée très très populaire et réservée à 40 convives. Alors je le concède, il y avait un peu moins de musique, mais il y avait l'esprit usine sonore, l'esprit de la découverte, vouloir faire vraiment vivre aux gens d'ici une expérience unique. Et puis les os qui craquent, c'est une belle musique. Oui. L'ADN de Usine Sonore, donc c'est toujours une musique actuelle. On va voir des images des précédentes éditions et il y a toujours une forme d'originalité. Regardez ces images. On va voir lors d'un concert des œufs qui sont cassés ou un mur de briques qui se monte pendant un concert. En fait, vous cherchez à surprendre le public. Ouais, ou alors, oui, alors évidemment, on cherche à le surprendre, on cherche à le bousculer un petit peu de temps en temps. On cherche surtout à faire en sorte qu'il ne reparte pas indifférent de la soirée que notre public aura vécue. Et puis, ce spectacle-là, qui était interprété quasiment uniquement par des artisans, mettait aussi la question sur à partir de quand on considère que c'est de la musique. Et tout son, suivant de quelle perspective, de quel point de vue il est perçu, eh bien, il devient musique. Jean-Pierre Luminet, vous avez donné une conférence hier soir. Vous êtes, je ne l'ai pas dit avant, directeur de recherche au CNRS, Centre national de recherche scientifique. Et vous aimez très souvent établir dans les médias un lien entre la cosmologie et les arts en général. Musique, peinture, poésie. Quel est le lien, par exemple, entre un trou noir, puisque vous êtes un des grands spécialistes mondiaux des trous noirs, et la poésie? Je commencerai par un lien tout simplement entre astronomie et gastronomie, puisque la gastronomie est un art dont on ne parle pas nécessairement assez souvent. Donc pour rebondir sur ce qui a été dit, je rappellerai que la légende de Prométhée, c'est Prométhée à voler le feu. Et le feu, c'est le savoir. Donc Prométhée, dans la légende grecque, c'est l'invention de la science. Voilà. Ensuite, astronomie et gastronomie vont très bien ensemble. Effectivement, vous l'avez dit, j'ai travaillé beaucoup sur les trous noirs. Ce sont les gloutons absolus de l'espace, puisque les trous noirs dévorent tout, sans rien régurgiter. Est-ce qu'on peut rappeler en 2 phrases que c'est qu'un trou noir, une étoile qui se consume elle-même? Vous prenez une grande quantité de matière, par exemple une grosse étoile, vous la compactez dans un volume extrêmement petit et vous créez ce qu'on appelle un champ de gravité si fort que rien ne peut plus s'en échapper, même pas la lumière. Donc vous creusez une sorte de trou dans l'espace dont en principe plus rien ne peut sortir. C'est pour ça donc ce sont les gloutons absolus de l'espace et il y a un lien avec la gastronomie. Et les scientifiques poètes, il y en a beaucoup? Vous êtes un cas isolé ou est-ce que le fait d'observer le cosmos rend poète? Oui, alors il y a l'idée répandue, combien de fois ne m'a-t-on pas dit, vous êtes astronome, vous devez être poète aussi. Donc c'est pas ce genre effectivement de corrélation que j'établis, mais c'est vrai que l'interrogation sur le cosmos porte une charge poétique en elle-même. Le cosmos nous fait rêver, en tout cas génère toutes les sortes d'émotions possibles. Il y en a qui ont un petit peu peur devant l'étendue les immenses étendues de l'espace. Il y en a au contraire qui sont fascinés, ce qui est évidemment mon cas, sinon je ne ferais pas ce métier. Donc voilà, plein de liens. Alors après, il y a également le langage, souvent métaphorique, que l'on utilise pour communiquer la science, puisque j'ai également un grand désir de faire de la communication scientifique. La vulgarisation. Oui, alors j'aime un peu moins ce terme de vulgarisation, parce que dedans, il y a le terme vulgaire. Voilà, donc mettre la science dans sa juste place, qui est la place de la culture, de la culture scientifique. Pour en revenir un petit clin d'œil toujours sur la gastronomie, et le lien également avec les trous noirs, il y a une bonne trentaine d'années, j'ai inventé une recette astronomique et gastronomique qui s'appelle la recette des crêpes stellaires flambées. C'est-à-dire, j'avais calculé par l'ordinateur avec des équations très compliquées la façon dont une étoile frôlant un trou noir géant, c'est des phénomènes qui se passent effectivement dans des galaxies lointaines et qu'on peut peut-être dans la nôtre, donc la façon dont ces étoiles-là peuvent être carrément détruites par les forces gravitationnelles d'un trou noir, et la façon dont elles sont détruites, ça peut être mis en équation. C'est ce que j'avais calculé, et
et j'avais trouvé qu'elles étaient aplaties dans leur plan orbital sous forme de crêpes, des crêpes gazeuses évidemment, pas très comestibles, et à force d'être aplaties, elles ne pouvaient pas être aplaties indéfiniment, elles finissaient par rebondir et exploser en produisant une grande flambée de lumière. Donc j'avais publié toute une série d'articles en anglais certes, mais en anglais c'était The Flambed Pancake Stars, les crêpes stellaires flambées. Qui débouchait sur une recette quand même qu'on pouvait goûter ou pas? Non, alors évidemment, c'est pas une recette à avaler, mais en revanche, pour les astronomes, ça a été intéressant parce qu'en fait, c'était l'un des moyens possibles pour mettre en évidence ces objets par définition invisibles que sont les trous noirs, qu'on ne peut pas voir directement, mais on va essayer justement de les détecter par les effets un peu extravagants qu'ils provoquent sur leur environnement, et notamment en faisant sauter les étoiles. Et ces crêpes flambées ont depuis été découvertes, après ces calculs théoriques que j'avais fait il y a 30 ans. Et aujourd'hui, chaque semaine, nos télescopes on voit une crêpe flambée. voit des crêpes flambées. Et vous avez aussi trouvé un lien entre la peinture et les étoiles et la cosmologie. Oui, donc j'ai une passion pour tisser effectivement les liens entre les disciplines que souvent on considère un petit peu comme opposées, les arts, les sciences, ce genre de choses, alors que pour moi, cela forme un tout. C'est les différents modes d'appréhension de la pensée humaine avec toutes les facultés possibles et imaginables et toutes les voies d'approche. Pardon, et je vous remercie d'expliquer à nos téléspectateurs qui n'étaient pas là, à ceux qui n'étaient pas là pour votre conférence hier soir, un tout petit peu, de leur donner un tout petit bout de ce qu'ils n'ont pas eu hier soir, en nous expliquant peut-être ce lien que vous avez pu établir entre les étoiles et la peinture via Van Gogh. Oui, alors effectivement, donc hier soir j'ai donné cette conférence sur la vie et l'œuvre des étoiles, qui est une vie magnifique, mais avec effectivement des corrélations, et notamment j'avais fait un travail il y a quelques années, que d'ailleurs je suis en train de reprendre avec un peu plus de précision, sur une interprétation, un décodage astronomique d'une célèbre toile de Vincent Van Gogh, qui s'appelle La Nuit étoilée, à Saint-Rémy-de-Provence, où l'on voit un ciel extraordinairement tourmenté, on voit l'aube naissante, un filet de blanc au-dessus de l'horizon, l'étoile brillante au milieu, c'est Vénus évidemment qui se lève, et on a un croissant de lune et quelques étoiles dans le ciel et un grand tourbillon. Alors en fait, on peut faire un décodage astronomique de ce tableau. On sait que Van Gogh à cette époque était à l'asile Saint-Paul de Mosole, près de Saint-Rémy de Provence, et il voyait le ciel depuis sa fenêtre. Je me suis rendu sur les lieux, j'ai vu que depuis sa fenêtre, effectivement, la fenêtre de sa chambre, où il était cloîtré pendant quelques semaines, puisqu'il était donc en soins psychiatriques intensifs, il pouvait voir en direction de l'Est, donc en direction du lever de soleil. Et je me suis amusé, avec un logiciel de reconstitution astronomique, à trouver le moment exact. Parce que le ciel que l'on voit semble un ciel un peu fou et fantasmatique. Mais en fait, c'est un ciel extraordinairement précis, mis à part évidemment les luminosités qui sont exacerbées. Mais les positions des astres sont extrêmement précises. Et donc, j'ai pu reconstituer quasiment à la minute près le moment où Van Gogh a vu cette configuration. C'était le 28 mai 1889 à 4h40 du matin, si je me souviens bien, où il y avait effectivement le croissant de lune, la planète Vénus. Et puis il y a un lien entre la musique et les étoiles, Benoît Perrier. Alors dans l'Antiquité grecque, c'était un petit peu le contraire, c'est-à-dire que de manière à pouvoir décrire le ciel, l'univers qu'on voyait, on pensait qu'il y avait une sorte d'harmonie musicale dans la manière dont les astres qu'on voyait étaient disposés. Et puis c'est une idée qui s'est perpétuée ensuite, qui a continué. Et puis après, les compositeurs ont vraiment de tout temps regardé dans le ciel. Des gens comme Haydn ont essayé de décrire en musique la création du monde. Et puis plus près de nous, il y a de très belles œuvres du XXe siècle qui s'adressent au cosmos, comme la musique de l'américain George Crumb, ou comme cette pièce de Gérard Griset qui s'appelle Le Noir de l'étoile, qu'on a entendu hier ici au festival Usine sonore, et dont le rythme en quelque sorte est donné par un pulsar, donc une étoile qui envoie de manière régulière, très 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 régulière, un rythme, et dont Gérard Griset s'est inspiré pour composer ce monument de la musique spectrale. Et qui donne le tempo de la pièce, ce pulsar justement, oui. Au Moyen-Âge, on pensait, je crois, que la musique venait du chant des étoiles, que c'était le chant des étoiles qui inspirait la musique aux compositeurs. Il y a une tradition qui remonte à Pythagore, d'ailleurs, qui est le premier à avoir essayé de tisser un lien entre l'organisation du ciel, les orbites planétaires, etc., et les notes naturelles de la gamme. Également, le principe des cordes vibrantes. Donc ça nous viendrait tout ça du cosmos. Et donc, il y a eu toute une tradition, effectivement, de la musique des sphères qui a culminé un
petit peu d'ailleurs avec le travail de Kepler, sur lequel j'ai écrit quelques livres, tellement ce personnage est fascinant. Et évidemment, aujourd'hui, la musique des sphères d'aujourd'hui, évidemment, c'est pas cette croyance naïve qu'il y a effectivement des notes de musique émises directement par les astres, mais la musique des sphères d'aujourd'hui, c'est Le Noir de l'Étoile de Gérard Griset, c'est d'autres œuvres à laquelle j'ai eu le plaisir de collaborer, parce que Le Noir de l'Étoile, j'ai eu la chance de le concevoir avec Gérard Griset au tout début des années 90, puisque c'est lui qui m'avait en fait écrit un mot, où ayant entendu effectivement des enregistrements de ces étoiles étonnantes que sont les pulsars, les phares cosmiques qui émettent un battement extraordinairement régulier, lui dédié effectivement d'écrire une composition pour 6 percussionnistes humains et 2 guest stars au sens propre du terme, qui sont des étoiles invitées, qui sont des pulsars, dont l'un est enregistré sur bande magnétique. Alors aujourd'hui, les deux, ceux de la représentation d'hier, étaient tous les deux enregistrés. Mais je me souviens, lors de la création mondiale que nous avions faite à Bruxelles en 91, l'un des pulsars était carrément capté au moment du concert. Et c'est le passage du pulsar dans la fenêtre d'observation du radiotélescope avec qui nous avions effectivement collaboré, qui avait dicté le moment précis du début du concert, parce que le pulsar doit intervenir à un moment très précis de la partition. Ça doit donner des émotions, ça, aux spectateurs. Comment est-ce que vous les trouvez, ces rendez-vous, Julien Annoni? Qu'est-ce qui vous influence? Disons que là, c'était un moment très émouvant hier d'avoir Jean-Pierre Luminet qui avait collaboré à la composition de cette pièce, et c'est précisément ce qu'on voulait, c'était créer un moment unique. Et Jean-Pierre a lu un texte avant la pièce, un texte qu'il avait écrit pour introduire cette pièce, qui est souvent diffusée simplement par une bande. Et puis là, de l'avoir en direct, évidemment, c'était un moment d'émotion particulière. Mais comment est-ce que vous les trouvez, ces rendez-vous? Vous êtes 2 à avoir fondé ce festival Usine Sonore. Oui. Il y en a un des 2 qui est passionné par les étoiles, qu'il y a un livre de Jean-Pierre Luminet. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Olivier Membré et moi-même, on a une liste de choses qu'on aimerait absolument pouvoir partager avec le public. Cette liste est longue. À chaque édition, on doit faire une sélection très difficile. Et puis c'est vrai qu'elle regroupe un certain nombre de petites passions qu'on a. Pour le coup, l'astronomie, c'est vrai que moi j'adore depuis tout petit la tête dans les étoiles, j'adore tout ce qui touche à la conquête spatiale. Enfin voilà, je suis resté un petit peu un enfant pour ça. Et puis cette pièce, Le Noir de l'Étoile de Gérard Griset, est une pièce pour 6 percussionnistes. Olivier et moi-même sommes percussionnistes. On a eu l'occasion de la jouer déjà plusieurs fois, cette pièce. Et voilà, on avait envie de proposer cette pièce à notre public ici et de créer ce moment. C'est un partage de musiciens avant tout. Marc Pernaut, vous êtes vous-même aussi musicien, pianiste avant tout. Vous avez fondé le festival Les Athénéennes. On va tourner une page maintenant pour en parler. Alors il offre de la musique jazz, classique, du rock, de l'impro, des expos, un peu de tout. Finalement, il aurait aussi pu s'appeler Usine Sonore. Oui, absolument. L'idée, c'était effectivement... Alors là, nous, pour l'instant, on fait que de la musique. Il y a effectivement une expo aussi, mais c'est assez minoritaire dans le festival pour l'instant. C'est de la musique dite classique, parce qu'on a de la musique ancienne, de la musique baroque, de la musique classique, de la musique contemporaine, des créations contemporaines, du jazz, mais du jazz sous toutes ses formes, hein, parce qu'on a aussi, on va dire, du jazz plus traditionnel, on a du jazz très contemporain, on a du jazz presque punk parfois. Et pourquoi ça s'appelle Les Athénéennes? Les Athénéennes, on a commencé dans la salle de l'Athénée 4 à Genève, et surtout, alors, on parlait de philosophie grecque, il y a un philosophe grec qui s'appelait Athénée, qui était un philosophe finalement un peu touche à tout, qui était très éclectique, et on aimait bien cette idée de garder une référence à l'éclectisme qui définit notre festival. On va voir des images d'ambiance de l'année dernière, puisque le festival ouvre demain. C'était une soirée un peu année folle. Regardez ces images. Il y a des spectateurs en transe. On n'a pas d'image encore des Athénéennes cette année, puisqu'elle commence demain. Que nous proposez-vous cette année, Marc? Alors cette année, on a, comme les autres années d'ailleurs, un programme très très riche. C'est sur 8 jours. On propose 3 voire 4 concerts par soir. Et l'idée, en fait, c'est de demander au public d'acheter un billet et de passer la soirée avec nous. On voulait mélanger pas les styles, mais les publics, c'est-à-dire qui se rencontrent et qui découvrent chaque fois quelque chose de différent. Et voilà, cette année, on a Sergueï Babayan, grand pianiste arménien, qui revient, d'ailleurs, qui joue avec l'OCG. Il y a également un autre pianiste arménien, Tigran Amazian,
pour le coup, pianiste de jazz. Miles Sanko, figure emblématique de la soul anglaise. Il y a Gérard Depardieu, bien sûr, qui vient chanter Barbara. Comme le festival, le titre du festival est hommage cette année pour cette 8e édition. Ça tombait bien parce que Gérard Depardieu rend hommage à son amie Barbara. On a Boyan Z, magnifique pianiste franco-serbe. Voilà, Quatuor Strada. Et puis diverses créations. Valentin Perry, un des directeurs du festival, parce qu'on est 3, je ne sais pas si je l'ai spécifié, va créer une pièce qui s'appelle Ex Machina sur des bruits industriels et de la composition et de l'improvisation. Voilà, beaucoup de choses. Benoît Perrier, vous connaissez bien ce festival? Bah justement, les Athénéennes, comment dire, ces mariages entre genres musicaux, ils fonctionnent et on se retrouve souvent avec une soirée dont la somme est plus grande que les parties. Et par exemple, vous parliez du pianiste arménien Tigran Amassian. Je suis sûr que les gens qui ont acheté quand même leur billet pour Tigran vont apprécier avant le concert du concert brisé de William Dongois. Donc c'est de la musique de la Renaissance avec du cornet à bouquin. C'est un instrument tout à fait incroyable, comme une sorte de prototype de la trompette. Et à nouveau, si ils y vont avec les oreilles grandes ouvertes, je suis sûr qu'ils vont apprécier la musique de la Renaissance. Et de la même manière, ceux qui adorent que la musique ancienne auront probablement beaucoup de plaisir à découvrir ce pianiste. Donc il y a vraiment cette complicité dans la programmation entre les artistes qui est quelque chose de tout à fait remarquable. On va voir maintenant des images de Miles Sanko. Vous en parliez, High on You. C'est un des artistes que vous aimez beaucoup. Julien Anony, vous auriez pu le programmer ici à Usine Sonore ou vous auriez ajouté un mur à bâtir, une recette originale? Pas spécialement, non, mais pourquoi pas, ouais, ça donne envie. En tout cas, oui. On a programmé d'autres choses. Jusqu'à samedi, on a une soirée encore sur l'île Saint-Pierre. Qui sera alors dites-nous, qu'est-ce qu'il y aura sur l'île Saint-Pierre samedi? Sur l'île Saint-Pierre, il y aura un pianiste qui va interpréter des extraits du catalogue d'oiseaux de Messiaen, au milieu de la forêt. Au milieu des oiseaux. Voilà, au milieu des oiseaux, dans les arbres. Il y aura également au pavillon de cette île, tout près du cloître, là où Jean-Jacques Rousseau a résidé. Il y aura une création d'Etsuko Kikuchi, une compositrice d'origine japonaise et suissesse. Et ensuite, une suite de la balade un peu en gourmandise. Et puis... On la voit, l'île Saint-Pierre, ça donne envie. Oui, ça donne envie. Donc Usine Sonore, c'est jusqu'à samedi. Les Athénéennes ouvrent demain à Genève jusqu'au 9 juin. C'est vraiment 2 événements qui donnent envie de s'ouvrir et de découvrir d'autres musiques. On vous remercie, Julien Anony. Et on dit longue vie à Usine Sonore. Merci beaucoup. Un gros M pour la suite. Vous allez céder votre place à une photographe et poète jurassienne, Claire Lienne, qui est allée voir le spectacle de Narcisse. C'était samedi dernier à la salle communale de Vic avec son compagnon. En attendant qu'elle s'installe, on découvre. Alors viens, on va tout ça. Alors ils partageaient leur vie sur les réseaux sociaux avec leur téléphone. Et comme par jeu, ils racontaient leurs problèmes. Aujourd'hui, mon chien n'a pas bougé la queue. Et les autres répondaient j'aime, j'aime, j'aime. On a calculé que l'humanité a passé plus de temps à mater ce stupide clip qu'à construire les pyramides d'Égypte. Narcisse, je le vois comme un personnage très sensible et puis qui se cache derrière une armure et puis un costume en cuir de dur. Sachez
qu'il n'y a rien à cacher dans un sein. Alors je dis tout simplement, il n'y a rien de malsain. Il n'y a rien de malsain. Il n'y a rien de malsain dans un sein. Il n'y a rien de malsain dans un sein. Alors pour moi, le personnage de Narcisse, c'est un grand moraliste et puis grand anxieux de notre société, mais qui a une voix toujours sur le même ton, limite angoissant. Hurle, braille, raille, vent, venge, grade, prie, frappe, traque, vise, tire, tue. Ça se passe pas si mal. Ça se passe pas si mal. Moi, pour être sûr que leur travail les tracasse, tous les mois, je leur fais changer tous leurs mots de passe, en leur imposant des règles ridicules, plus de 8 lettres, un chiffre et une majuscule. Et je les fais parler anglais partout, cash flow, nice to, CEO, return on invest, un jargon indigeste qui s'empare de tout. Et plus ils deviennent fous, plus ils crient We are the best. C'est un spectacle très très dense. Et moi, je vous avoue quelque chose, je suis quelqu'un d'assez lent, donc il me faudrait presque une année pour décortiquer un spectacle aussi dense. Pour toi, on se tue et on te respecte. Et toi, t'es pas foutu de t'en tenir à ce que t'es descendu des étoiles. Perds de l'attitude, sois moins vaniteux, reviens sur terre. Tais-toi, change ton attitude et cesse de te croire. Claire Liem, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être allée voir ce spectacle. Merci à vous, merci à Narcisse. Est-ce que vous le conseilleriez à vos amis, à vos proches ? Oui, je le conseillerais. Même s'il va vite. Je le conseillerais à mes amis, à mes proches, mais pas seulement, aussi et particulièrement à toutes les personnes qui abusent de leur pouvoir. Et là, on pourrait remplir des stades de foot. Et ce côté moraliste dont parle le compagnon de Claire, comment vous avez pris cette critique ? Je n'aimerais pas être moraliste en fait. Je crois que je pose plus de questions que je ne donne de réponses. Bon, c'est vrai que ce spectacle est assez engagé, que je dis beaucoup de choses, je donne souvent mon avis aussi sur des questions politiques, sur des questions de société. Je m'interroge beaucoup sur la société d'aujourd'hui et peut-être que sous certains aspects, on pourrait imaginer que j'ai une morale à faire passer, mais je crois que je cherche plutôt à faire réfléchir et à poser des questions. Et parfois, je peux ne pas être tout à fait d'accord avec ce que je dis, juste pour titiller l'esprit des gens. Et pourquoi avoir choisi ce titre, Toi, tu te tais ? Pour différentes raisons, mais ce spectacle tourne autour de toutes ces situations où des gens demandent à d'autres gens de se taire. Et il y en a tellement de ces situations depuis l'enfance. Quand les enfants, on passe les journées à leur dire « tais-toi », laisse parler les adultes. À l'école, les maîtresses d'école disent « taisez-vous ». Et puis après, dans la vie active, les patrons demandent aux employés de se taire. Et puis les politiciens demandent au peuple de se taire. Et puis les hommes demandent aux femmes d'être belle et tais-toi, etc. Je mets un peu le doigt sur toutes ces situations où des gens disent à d'autres gens de se taire. Et puis en plus, toi, tu te tais, ça sonne bien. J'aimais bien ces 4 mots d'une syllabe chacun. La sonorité des mots, c'est ce qui fait aussi un peu le slam, non, Benoît Perrier? Vous qui en entendez régulièrement dans l'émission Magnétique, puisqu'il vous envoie ces bandes. C'est quoi le slam? Comment vous pourriez le définir? C'est des mots accolés qui ont un sens, mais aussi surtout une sonorité? C'est quoi? Une musique, des mots, un rythme? Dans ce que Narcisse nous donne à Magnétique, il y a le même ton que vous avez entendu, le même rythme dans sa voix, mais il n'y a pas la musique derrière. Nous il est face caméra et nous, on n'a que les mots. Enfin, vous voulez dire à la radio, il est face caméra quand il vous en... Mais enfin, je veux dire, on ne voit voit pas les images. Pour les réseaux sociaux. Donc on a les deux, mais effectivement les auditeurs l'entendent seulement s'ils nous écoutent en direct. Et ce que j'ai toujours trouvé très fort dans la production de Narcisse, c'est qu'il est capable de vous faire sonner le mot le plus simple, le plus passe-partout. Comme là, il disait « j'aime ».
on est tous à aimer sur Facebook et il vous fait résonner ça et vous fait réfléchir derrière. Donc oui, il y a la technique du slam, on appose des mots avec un petit peu de rythme, peut-être un rythme un peu moins carré que dans du rap et du hip-hop, mais il y a ce côté qui est vraiment l'essence de la poésie où il peut vous faire déployer tout un univers juste avec un mot, parfois même très commun, quoi. Jean-Pierre Luminet, vous qui aimez jouer avec les mots, est-ce que le slam, ce que vous avez pu en voir là, ça vous parle? Oui, alors figurez-vous qu'il y a une dizaine d'années, lors d'une tournée de conférences que je faisais au Québec, j'étais invité à un récital de slam d'une jeune slameuse franco-canadienne qui a fait quelque chose absolument d'époustouflant. Elle racontait la science, c'est pour ça qu'elle m'avait invité, elle racontait la science en slam. Et c'est un langage, c'est une façon d'exprimer les choses qui a une efficacité absolument extraordinaire, puisqu'il y a effectivement également le jeu sur les sonorités, les onomatopées qui évoquent toute une quantité de choses, et ça fait partie aussi, au-delà effectivement de messages plus politiques, sociaux, logiques que l'on peut transmettre. On peut aussi transmettre par exemple la science par le slam de façon très très efficace. Hein. Mais vous savez, il y a un poème extraordinaire. Comment? Vous n'avez pas eu envie de vous y mettre? Non, moi j'ai d'autres formes d'expression. Je m'exprime différemment, pas en slam, mais je tiens beaucoup effectivement au rythme, à la richesse extraordinaire du langage. Il y a un recueil de poèmes extraordinaires du très grand poète Raymond Queneau, qui s'appelle La petite cosmogonie portative, qui est une sorte de slam avant la lettre, parce qu'en fait, quand on lit ce poème, c'est effectivement un jeu extraordinaire sur les mots, les sons, les sonorités, les onomatopées, et il raconte l'histoire de l'univers à sa façon. Vous en connaissez un petit bout? La petite non, c'est cosmogonie, beaucoup trop. non Je connais le titre, mais le contenu est beaucoup trop complexe. Ça donne envie d'aller le retrouver, celui-là. On ira faire un tour sur Internet pour le retrouver, ou dans les bibliothèques. J'ai trouvé un extrait de poème de vous. Vous acceptez que je le lise? Comme ça, vous savez quel genre de poète vous avez en face. Il n'y a pas de raison, hein, chacun. Ça, oui. Mais en voyant le verre cassé, j'ai eu la nette impression qu'il valait mieux ne rien dire, comme si rien n'était arrivé. Il est tard, je dois rentrer. Il y a un trou énorme dans le ciel. C'est triste, c'est beau et triste. Et je me disais que le poète qui a des idées noires, avec l'astrophysicien qui regarde les trous noirs, il y a peut-être quelque chose, une résonance. Non, mais je ne savais pas du tout que vous alliez lire un extrait. Puis, par exemple, ce recueil, il est très particulier dans ma production poétique. J'ai publié une dizaine de recueils. Voilà, c'est un recueil que j'ai écrit après la mort tragique d'un de mes enfants. Donc, ça explique effectivement les idées noires, le côté très sombre. Ça s'appelle Un trou énorme dans le ciel. Mais voilà. Tous les poèmes que vous écrivez ne sont pas aussi sombres. Non, bien sûr que non. Le slam, Narcisse, vous avez remporté un championnat de slam en France, et puis c'était au Québec ou à Chypre. À Chypre, un championnat international de slam à Chypre, et en France devant tous les cadors du milieu. C'est vrai, il y en a beaucoup à Paris qui font du slam, il y en a moins quand même en Suisse romande. Ça a dû être impressionnant pour vous ce moment-là? Oui, c'était assez impressionnant. En fait, je vais le dire entre nous, ce qui m'a le plus... Entre nous devant les caméras, c'est oui. juste. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que j'ai été tiré au sort le premier slammer de la finale du tournoi. Et par expérience, on sait que c'est très difficile de gagner un tournoi quand on est le premier, parce que les juges, s'ils trouvent le premier texte excellent, ils ne vont pas mettre la meilleure note, ils vont se garder une petite marge, quoi. Donc quand le tournoi a commencé, puis qu'ils ont tiré au sort le premier nom et que c'était le mien, je me suis dit, bon, je suis venu pour rien. Et en fait, j'ai dû attendre 2h30 avant de me rendre compte que finalement, j'avais quand même gagné ce tournoi. Alors c'était énormément de stress, mais j'étais effectivement... assez impressionné moi-même d'avoir réussi cet exploit. Enfin, parce que c'est quand même très difficile de sortir vivant de cette épreuve. C'est quand même, à mon avis, un peu dommage de quantifier la poésie, de mettre des notes sur quelque chose qui n'est pas du tout mathématique. Enfin, vous voyez, quand on fait un tournoi de tennis, si la balle est en dehors de la ligne, le point ne compte pas. Mais quand on fait de la poésie, à quel moment on peut dire que c'est beau ou que c'est pas beau, ou qu'on va mettre un point ou qu'on va pas mettre un point? Donc je suis assez sceptique sur ce principe de concours. Mais néanmoins, j'en ai fait parce que c'est comme ça qu'on fait dans le milieu du slam. Et puis j'ai eu la chance de remporter une fois le championnat de France.
Alors votre spectacle, à vous, toi tu te tais, on va pouvoir le voir encore en Suisse romande. Il sera le 15 juin à la Tour de Paix dans la Tour Vagabonde, le 17 à Courtedoux, ensuite Zurich, Avignon, cet automne, Genève, Lausanne, tout est sur votre site. On va maintenant découvrir un peu l'univers de Claire Lieng qui est à l'honneur au musée jurassien des arts de Moutier. En tant que photographe, en tant que poète, mais vous n'aimez pas qu'on vous définisse comme photographe ou poète, vous préférez qu'on dise artiste plasticienne? Oui, tout à fait, parce que en fait, chez moi, il y a un grand besoin de liberté et je n'aimerais pas, disons, être cantonnée à un seul média. Pas d'étiquette, pas de catalogue. Un seul médium, pardon. Oui, je n'aimerais pas... Oui, mais on comprend. Et puis, vous savez, j'aime aussi beaucoup les membres de la Beat Generation. Et tout comme eux, en fait, même si certains étaient plutôt écrivains, ça ne les empêchait pas, s'ils avaient envie un jour de faire un film ou de chanter ou... Après, c'est au public de juger, en général, ou alors aux professionnels qui vous exposent ou pas, ou qui éditent les recueils de poèmes. En fait, c'est à ça qu'on sait si ça passe, pas si c'est bon, mais si ça passe ou pas. Ben là, vous êtes exposé un peu partout, en ce moment, au musée des Arts Jurassiens de Moutier, bientôt à la Farbe à Delémont. On va regarder quelques-unes de vos œuvres, si vous voulez bien nous les commenter. Alors bon, là c'est un peu une vue de loin, on voit des photos, une vue d'une fenêtre. Oui, en fait, ici, on a un panorama de photos. En fait, j'ai fait ce travail photographique en retrouvant des pellicules dans un tiroir chez mes parents. Et puis, en développant ces pellicules, j'ai découvert que les souvenirs, en fait, les photos sur lesquelles j'apparais ne m'appartiennent pas parce que j'ai aucun souvenir de ces photos. Et puis j'ai trouvé amusant de me mettre en tant que spectatrice de ces photos au même titre que le spectateur qui va les voir. Alors que vous êtes dedans? Oui. On voit juste une petite image. On a vu aussi une espèce de livre accordéon. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un livre que j'ai commencé et que j'ai écrit lorsque j'étais à Anvers. Et donc ce sont de petites histoires que j'ai intitulées Histoires ordinaires. Et j'ai demandé à des passants de me raconter des anecdotes parce que j'aime beaucoup les anecdotes. Et les échanges avec les gens? Oui. Les échanges avec les gens que je ne connais pas, que je croise dans la rue. Et j'ai demandé à des passants de me raconter des anecdotes et de m'emmener sur les lieux où ils avaient vécu cette anecdote. Et vous les avez photographiés? Et j'ai photographié aussi les lieux et j'ai retranscrit ce qu'ils me disaient. Et ça a fait ce livre? Oui. Qu'on peut voir là dans l'expo. On va voir d'autres images. Là, c'est toute une série avec des rideaux. Oui, ça c'est des photographies que j'ai prises au Caire et que j'ai intitulées Kairos, qui font partie d'une série qui s'appelle Kairos. Et puis donc ce qui m'intéressait aussi dans ces photographies d'Égypte, c'est que de même, enfin, on revient aussi avec l'anecdote, c'est que ce sont de tout petits instants qui sont d'une seule seconde, mais qui ne se reproduiront plus jamais. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est tout sauf le scoop, parce que chez moi, en plus d'un grand besoin de liberté, il y a aussi un besoin de comprendre le monde et l'espace où je vis. Et le scoop ne va rien nous apprendre, il est tellement Donc vous cherchez ces petits moments et de les garder, en fait, Oui. de vous les remémorer, de les rendre au public comme des souvenirs. Il y a des poèmes aussi, on va en voir donc tout un mur. Et il parle de quoi, ces poèmes? En fait, la série que vous voyez là, ce sont des petites histoires en boucle, notamment celle d'un chien qu'un chasseur trouve, et le chien est tellement content d'être trouvé que pour faire plaisir à son maître, qui est en fait un chasseur, il fait beaucoup de zèle et il ramasse plein de proies, si bien que le chasseur décide de le garder, de lui construire une cage qu'il met dans son jardin. Et finalement, s'il se retrouve lui-même la proie, Oui. c'est des histoires de proies de prédateurs, comme ça.
Je vous remercie beaucoup parce que je sais que vous avez une certaine timidité et que ça n'était pas évident pour vous de venir à cette pas table. Vraiment, mais bon, j'aime bien les défis. Donc Mais ça voilà, va. en même temps, vous aimez les défis et j'encourage tout le monde à aller voir cette exposition au Musée jurassien des Arts de Moutier pour voir vraiment, constater de visu, de près, à quoi ressemble votre travail. Il est certainement répertorié, ce travail-là, dans un agenda que tous les cantons ont envie au Jura et que va nous présenter Witold Langlois, le journaliste Witold Langlois qui vient faire un tour d'horizon de l'agenda culturel roman. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Witold. Bonsoir Iris. Il est l'astrophysicien qui a découvert la première exoplanète il y a déjà 23 ans, en 1995. Michel Mayor, je pense que ça vous dit quelque chose, monsieur Luminet. Hein. Michel Mayor, comme vous, apprécie depuis toujours mêler la science et la culture et travaille là sur l'exposition qui a lieu en ce moment au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, La Nuit est belle. C'est une exposition qui a pour objectif de sensibiliser la population aux problèmes, on va dire, qu'engendre la pollution lumineuse sur la faune, la biodiversité. Et on regarde un extrait. C'est très difficile de dire qu'est-ce que la pollution lumineuse. Certainement que pour certains problèmes bien particuliers, on peut le dire, le comportement des animaux qui sont perturbés par la lumière, ça peut être, pour les astronomes professionnels dont je suis, évidemment, on est extraordinairement exigeant et c'est pour ça qu'on va dans le désert d'Atacama, au sommet d'un volcan, au milieu de la mer, du Pacifique ou ailleurs, pour éviter les lumières. Pourquoi ? Eh bien, simplement, on veut voir les objets les plus faibles possibles aux confins de l'univers et on est dramatiquement ennuyé par la pollution lumineuse. On continue cet agenda en musique avec le Blues Rules Crissier Festival. The Two, The Moonlight ou encore The Hypnotic Wheels seront au château de Crissier ce week-end, vendredi 1er et samedi 2 juin prochain, pour un week-end trinational franco-suisse et américain. Ensuite, on change de registre pour laisser place à un grand nom de l'histoire de l'art, le plasticien Jean Dubuffet. Le musée de l'Élysée de Lausanne propose une exposition photographique autour de cet artiste pluridisciplinaire hors norme. Des photos dont Dubuffet lui-même est à l'origine via un système de référencement qu'il entreprend dès le début de ses activités dans les années 40. Ces milliers de négatifs, albums et autres tirages sont à venir découvrir dès maintenant. Et on termine cet agenda par un agenda. Le Culturoscope est le nouveau site agenda et application mobile qui réunit les programmes artistiques du Jura bernois et de Bienne. Quoi de neuf dans tout ça, me direz-vous ? Eh bien, combler un réel vide en matière d'information sur la programmation culturelle jurassienne biennoise, mais pas que. Participatif, Culturoscope permet à tout le monde d'ajouter son événement au calendrier de cette application novatrice. De quoi y voir plus clair en matière de sorties culturelles au nord de la Suisse romande. On va d'ailleurs voir un petit peu à quoi ça ressemble, voilà, si la caméra peut venir sur mon iPhone. Donc c'est l'application du Culturoscope, ce nouvel agenda. Donc comme n'importe quel autre agenda, vous pouvez voir en fonction des dates les événements qui vous intéressent. En quoi est-ce qu'il est plus novateur que ceux des autres cantons ? Eh bien, d'une part, il vous dit à combien de kilomètres se trouve l'événement auquel vous vous intéressez. Et d'autre part, si vous vous inscrivez, si vous vous loguez sur le site internet donc, du Culturoscope, vous pouvez ensuite remplir vous-même les cases et puis mettre l'événement qui vous convient. Il n'y a pas d'ordre hiérarchique. Là, les grandes ou les petites salles sont toutes logées à la même enseigne. Petits ou grands événements, institutions classiques, événements académiques ou underground sont tous traités de la même manière. Donc en fait, le type qui a envie de mettre en avant son événement, il peut y aller toutes les heures et vraiment, ça sera le premier événement qui ne sera pas forcément le plus intéressant. Ça, c'est subjectif. Mais c'est subjectif, tout à fait. Il y en a pour tous les goûts. Merci Witold. On va terminer l'émission avec des images d'étoiles. Pour boucler la boucle, ce sont nos étoiles de la musique, la centaine de musiciens de l'OSR, l'orchestre de la Suisse romande qui ont excellé, je crois, dans leur art à l'étranger. Les critiques sont dithyrambiques. Elles sont en tout cas bonnes. Je ne sais pas si elles sont dithyrambiques parce que l'orchestre de la Suisse romande part en tournée tous les ans. Et puis une tournée pour un orchestre symphonique comme l'orchestre de la Suisse romande, c'est un peu deux fonctions.
Pour les musiciens, on serre les rangs, ça fédère, puis on crée de la cohésion, et puis surtout, ça permet d'aller à l'étranger puis de se faire voir un petit peu du reste du monde. Alors, l'orchestre... Oui, en quoi c'est nécessaire? Parce que ça fait un peu sortie de boîte. Hein. C'est un peu c'est une sortie de boîte où vous allez bosser pendant une semaine. Oui. Si vous voulez, on n'a pas tous les jours l'occasion de passer autant de temps à faire de la musique ensemble sur une durée aussi courte. Donc il y a quand même un effet simplement strictement musical. Et puis aussi, ça permet un peu de se confronter aux attentes du public international qui sont pas forcément tout à fait les mêmes que celles qu'on a à Lausanne ou à Genève. Donc l'orchestre revient d'une tournée de 2 semaines en Amérique du Sud. Ils ont joué dans 3 pays, l'Argentine, le Chili, le Brésil. C'était 6 concerts dans 4 villes en 8 jours, donc un planning tout à fait serré. À Buenos Aires, vous le voyez à l'écran, ils étaient au Teatro Colón. C'est une très très belle salle pour l'opéra, peut-être la plus belle d'Amérique du Sud. Puis vous le voyez aussi à l'écran, faire voyager ces 100 musiciens, c'est aussi faire voyager une centaine d'instruments. C'est un véritable défi logistique, puisque un violon, vous pouvez le prendre avec vous dans l'avion en cabine, mais une harpe, une contrebasse, ça se met dans la soute, et puis surtout ça doit passer la douane, et ça prend des heures à chaque fois qu'on franchit une frontière. Surtout au retour d'Amérique latine. Là, ce qui était particulier, c'est que les tournées sont souvent dans un seul pays, donc on le fait une fois et ensuite c'est bon. Là, ils ont changé de pays, donc entre Brésil, Argentine et Chili, et donc ils ont dû dédouaner à chaque fois. Mais bon, tout s'est bien passé. Il semblerait que les régisseurs ont passé quelques nuits blanches, mais en tout cas, l'orchestre a été chaleureusement applaudi, me racontait mon collègue Julian Saiz qui y était. Et puis, dans les citations de la presse que j'ai lues dans les critiques, il était beaucoup question de précision suisse. Donc ça a marché. Vous, Marc Pernoud, vous n'avez pas ce problème. Vous, quand vous allez faire un concert à l'étranger, vous n'emportez pas votre propre piano? J'emporte pas mon piano, par contre on emporte des contrebasses, des cymbales, et c'est effectivement, ça a toujours été assez difficile, c'est de plus en plus dur de passer les frontières au niveau du poids, au niveau de la taille, au niveau de la marque de l'instrument, savoir s'il y a des cordes en boyau ou pas, et les compagnies aériennes nous demandent aussi de payer de plus en plus. Pourquoi les cordes en boyau? Oui, parce qu'après, voilà, on n'a pas le droit de... C'est comme aujourd'hui un piano avec touche d'ivoire, vous n'avez pas le droit de le sortir du pays. Et c'est la même chose avec tout ce qui provient finalement d'un animal. Pour boucler la boucle sur les animaux. Oui, sur les animaux, le repas prométhéen, vous êtes toujours dans la nourriture, vous, et les animaux. Benoît Perrier, on peut voir des images d'un concert? Oui, alors donc dans cette tournée, l'orchestre avait embarqué, l'orchestre et son chef, Jonathan Nott, avaient embarqué 2 solistes, le violoncelliste français Xavier Phillips et puis le pianiste argentin Nelson Gerner. Nelson Gerner a joué le concerto en sol de Ravel. C'est l'un des plus beaux concertos pour piano du XXe siècle. Il y a dedans tout le feu du jazz et puis des instants qui sont d'une grâce indicible. Cette association entre l'orchestre de la Suisse romande et Nelson Gerner qu'on entend en piano, c'était vraiment un beau symbole parce que Nelson Gerner est argentin mais il vit à Genève depuis 30 ans, donc il a un pied dans les 2 cultures, Suisse et Argentine, et il formait comme une sorte de trait d'union entre l'orchestre de la Suisse romande et le public argentin. Les prestations, je vous le disais, ont été chaleureusement applaudies. Il y a eu des bis, des standing ovations quand ils étaient au Brésil. Le critique de La Nación, c'est un des quotidiens de Buenos Aires, a écrit que Jonathan Nott permettait d'entendre chaque détail, chaque dialogue entre les musiciens. Donc tout ça est de très bon augure pour la première participation de l'orchestre de la Suisse romande au Proms. C'est le plus grand festival de musique classique du monde. C'est l'été à Londres. Ils joueront avec Renaud Capuçon et ce sera le 16 août. Et ensuite, on pourrait les revoir en Suisse. Absolument, parce que l'orchestre de la Suisse romande, cette année, fête ses 100 ans. Cela fait 100 ans qu'il a été créé par le chef d'orchestre Ernest Ansermet. Et à Genève et à Lausanne, il y aura une grande série de concerts fin novembre. Il y aura des concertos à nouveau pour piano, avec 2 grands pianistes français de 2 générations différentes, Pierre-Laurent Aimard, puis Lucas Debargue. Il y aura le concerto pour piano de Bartók, Rhapsody in Blue de Gershwin. Et puis tout ça va culminer vers un grand concert surprise
Paris le 30 novembre. Et ce n'est pas les seules manifestations qu'il y aura pour célébrer donc le 1er siècle. C'est le mot d'ordre de ce grand orchestre. On y sera, il y aura une émission spéciale. Jean-Pierre Luminet, vous êtes pianiste, hein, vous aussi. J'ai une vraie passion pour la musique classique. C'était pour moi un délice d'entendre effectivement tous ces noms extraordinaires. Nelson Gurner est pour moi l'un des plus grands pianistes actuels. N'oublions pas l'école argentine de piano, Martha Argerich, etc. etc. Voilà. Et puis, Lucas de Bargue, c'est extraordinaire, jeune pianiste maintenant qui commence une carrière fulgurante. L'orchestre de la Suisse romande, j'ai dans ma discothèque, dans ma vieille collection de vinyles, j'ai des dizaines d'enregistrements d'Ernest Ansermet, un fabuleux chef qui est celui qui a fondé effectivement l'orchestre. Il faudra venir cet automne en Suisse. J'aimerais bien, oui. Là, Invitez-moi, je viendrai à tous ces concerts, je viendrai écouter de Bargue, Gurner et compagnie. On va y penser, puis d'ici là, si la semaine prochaine vous êtes à Genève, il y aura les Athéniennes, le festival des Athéniennes avec de magnifiques pianistes comme Marc Pernoud. Et peut-être que vous y resterez parce qu'il y a la création d'une autre musicale à laquelle j'ai collaboré qui se trouve à Paris. Vous ne serez donc pas début juin au congrès européen des scientifiques non, l'ubiquité pour l'instant interdite par les lois de la physique. On y travaille. L'heure tourne malheureusement, il est l'heure de se quitter. On voulait encore parler de voyage. Il faut dire encore que vous avez été en résidence dans le Vaucluse et qu'on pourra voir le travail de cette résidence, le résultat de cette résidence bientôt à Delémont. Oui, ça sera à la mi-août. Je ne sais pas la date exacte. Mi-août à Delémont. Oui, à Delémont. Et puis, si je peux ajouter une anecdote sur Loris, l'endroit où je me trouvais. Donc, j'ai vécu 8 mois dans un endroit assez isolé, mais je voyais chaque jour la montagne Sainte-Victoire. Qui a été peinte et repeinte, hein. Oui, par Cézanne. Et puis, de ce fait, je me sentais un peu dans le centre du monde parce que grâce au fait qu'il a eu comme ça de la peine à la peindre et de par son opiniâtreté à essayer de la peindre, il a carrément changé l'histoire de l'art. Donc cette montagne a changé beaucoup de choses. Oui. Merci beaucoup Claire Liang pour cette anecdote. Merci à tous d'avoir joué le jeu de la puce à l'oreille. On se retrouve bientôt. Merci à vous qui nous êtes fidèles. On sera à Vanches la semaine prochaine avec Bartabas au milieu de son chapiteau, les pieds dans la sueur. D'ici là, bougez, sortez, regardez les étoiles. Elles auront peut-être des choses à vous dire.